Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue en ce lundi 29 novembre. Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington, à la une ce soir. L'Organisation mondiale de la santé est catégorique. Le nouveau variant Omicron du coronavirus présente un risque très élevé au niveau mondial, au moment où la communauté internationale se réunit pour tenter de donner à l'OMS les moyens de mieux combattre la prochaine pandémie. L'Afrique du Sud, où a été détecté Omicron, juge triste les restrictions de voyage sur le continent. Le point en direct de Johannesburg en début de journal. Ouverture du sommet Chine-Afrique à Dakar. Le Sénégal appelle au soutien de Pékin dans la guerre contre les groupes djihadistes au Sahel. Et au chapitre de la lutte anti-Covid, le président chinois Xi Jinping promet 1 milliard de doses de vaccins aux pays africains. Et gros plan sur l'un des métiers qui ont vu le jour en Afrique en raison de la pandémie de Covid-19, la livraison de repas à domicile au Nigeria. Reportage tout à l'heure à Abuja. La propagation du nouveau variant Omicron du coronavirus inquiète la planète. Après des premiers cas détectés récemment en Afrique australe, de nombreux États ont suspendu les voyages vers cette région et instauré des restrictions préventives au moment où démarre une réunion d'urgence de l'Assemblée mondiale de la santé pour tenter de trouver les moyens de mieux combattre la prochaine pandémie. D'après l'OMS, Omicron présente un danger très élevé à l'échelle planétaire, alors que la maladie a déjà fauché plus de 5 millions de vies aux 4 coins du globe depuis son apparition à la fin de 2019 en Chine. Pour le président américain Joe Biden, il n'y a pas de raison de paniquer par rapport à ce nouveau variant. C'était lors d'une intervention à la Maison-Blanche un peu plus tôt aujourd'hui. Nous l'écoutons. Ce variant est une source d'inquiétude. Il n'y a pas de raison de paniquer. Nous disposons du meilleur vaccin au monde, des meilleurs médicaments, des meilleurs scientifiques et nous apprenons chaque jour davantage. Nous combattons ce variant par des actions scientifiques et éclairées et avec rapidité et non dans le chaos et la confusion. Le degré de propagation a un impact sur la nécessité ou pas de restriction de voyage. Mais ce n'est pas le cas. Je ne l'anticipe pas à ce stade. Et nous verrons. Nous verrons où cela fonctionne. Quant à Anthony Fauci, le conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, il indique que les États-Unis se trouvent en état d'alerte avancée face au nouveau variant Omicron. Il appelle les Américains à recevoir leur dose de rappel de vaccin anti-Covid. Davantage avec Arash Arabasadi, reportage relaté par Nathalie Barge. Quelques jours après que les autorités sanitaires sud-africaines ont annoncé la découverte de la dernière mutation du coronavirus, désormais connue sous le nom d'Omicron, les voyageurs se disent déçus par les nouvelles restrictions dans plusieurs pays. Après avoir été bloqués pendant 2 ans à cause du coronavirus et ne pas avoir vu votre famille, mes parents étaient vraiment très malades, vous savez. Alors j'ai dû revenir quand les frontières étaient ouvertes pour venir les voir. Et maintenant, vous réalisez que ça recommence. Plusieurs pays ont interdit ou réduit les voyages en provenance des pays d'Afrique australe. La réaction de certains pays en termes d'imposition d'interdiction de voyager et de telles mesures sont totalement contraires aux normes et standards recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Dimanche, le conseiller médical en chef du président américain, Anthony Fauci, a déclaré sur la chaîne ABC que les restrictions de voyage n'arrêteraient pas la propagation du virus, mais qu'elles permettraient de gagner du temps pour agir. Utilisez le temps que vous gagnez pour combler les lacunes et en attendant, vous apprenez plus sur le virus. Vous apprenez quelle est la réaction avec les anticorps induits par les vaccins et surtout, vous utilisez ce temps pour vraiment mettre la pédale au plancher et faire vacciner et booster les gens. Cela va nous donner du temps pour améliorer notre préparation. Le docteur Fauci a félicité les autorités sud-africaines pour leur transparence dans l'identification et le partage des détails du variant Omicron.
Il a précisé que les responsables de la santé américains et sud-africains prévoyaient de se réunir à nouveau dimanche. Pour d'autres réactions, nous nous rendons à Johannesburg où nous attend l'invité du journal via Skype, Romain Chanson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jacques, merci. Vous êtes journaliste, une voix que nous entendons fréquemment sur les ondes de VOA Afrique. C'est donc en Afrique du Sud qu'a été découvert le nouveau variant du Covid-19, baptisé Omicron. Bon, il y a certains qui disent Omicron, hein, un autre débat, un peu comme le Covid, la Covid. Bon, alors quelle est la situation ce soir par rapport à ce variant ? Écoutez Jacques, c'est un peu la menace fantôme. On sait qu'il est présent, on sait qu'il se propage dans toutes les provinces d'Afrique du Sud, on sait qu'il domine les contaminations dans la province de Johannesburg et de Pretoria, mais on ne connaît pas encore vraiment sa dangerosité, puisque les dizaines de patients observés qui sont porteurs de ce variant Omicron manifestent des symptômes légers. C'est peut-être une bonne nouvelle, mais c'est encore trop tôt pour le moment. Attendons peut-être 10 à 15 jours. Cet échantillon n'est pas représentatif. En tout cas, ce variant Omicron, il accompagne un début de 4e vague épidémique avec de nouveaux cas de contamination en hausse exponentielle, plus de 2000 par jour, et puis un taux de positivité des tests qui, lui aussi, monte en flèche. Mais pour le moment, les hôpitaux sont plutôt sereins, il n'y a pas de vague massive d'hospitalisation, pas de vague massive non plus de mortalité, donc il faudra attendre, je vous ai dit, cette période peut-être de 2 semaines pour savoir quelle sera la menace réelle de ce variant Omicron sur la santé des Sud-Africains. Bon, il y a effectivement une vague de spéculation pour très peu de certitudes. Alors de nombreux pays en Afrique et ailleurs suivent en quelque sorte le vent de panique et imposent des restrictions de voyage. Comment réagit Pretoria ? Imaginez bien, Pretoria est en colère et le fait savoir. Vous avez évoqué très justement les pays africains qui se rallient aux restrictions de voyage. Citons donc Maurice, le Rwanda, les Seychelles, le Maroc ou l'Angola. C'est la goutte de trop pour Pretoria. Le porte-parole de la diplomatie sud-africaine a rangé son costume de diplomate au placard ce matin pour parler, pour dire les choses, pour dire sa tristesse de voir des pays amis se comporter ainsi. Il demande l'annulation immédiate de ces mesures. Cette colère, elle s'exprime aussi bien sûr via le président de la République, Cyril Ramaphosa, qui était présent aujourd'hui lors du sommet Chine-Afrique, et il a appelé à résister aux restrictions de voyage qui servent, selon lui, à désavantager les économies en développement. Un discours que l'on a déjà entendu hier ici en Afrique du Sud, puisque le président Cyril Ramaphosa, il s'exprimait à la télévision, adresse à la nation pour la première fois depuis le début de cette crise, et il a vivement, encore une fois, critiqué le comportement des pays qui se ferment à l'Afrique du Sud. Je vous propose d'écouter Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Nous sommes profondément déçus par la décision de plusieurs pays d'interdire les voyages en provenance d'un certain nombre de pays d'Afrique australe, dont le nôtre, suite à l'identification du variant Omicron. Il s'agit d'une dérogation claire et totalement injustifiée à l'engagement de nombre de ces pays lors de la réunion du G20 à Rome le mois dernier. Maintenant, ces restrictions sont totalement injustifiées et discriminatoires à l'encontre de notre pays et de nos pays frères d'Afrique australe. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur la science et elle ne sera pas non plus efficace pour empêcher la propagation de ce variant. La seule chose que fera l'interdiction de voyager est de nuire davantage aux économies des pays touchés et de saper leur capacité à réagir et à se remettre de la pandémie. Oui, colère donc du chef de l'État sud-africain. Alors Romain, au Forum économique africain qui devait se tenir cette semaine à Abidjan a été reporté en raison du variant Omicron. Des chefs d'État africains, dont le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, y était attendu. Alors Romain, le gouvernement sud-africain redoute-t-il l'impact du variant Omicron sur son économie et notamment le tourisme ? Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, s'il fait peur, ce variant Omicron, c'est d'abord pour les dommages
qu'il pourrait causer à l'économie sud-africaine, qui avait plutôt bien résisté à la pandémie, qui commençait un peu à reprendre vie. Le FMI prévoit 5% de croissance pour l'économie sud-africaine en 2021, mais ce qui est sûr, c'est que ce variant Omicron, il aura un impact insurmontable sur le tourisme sud-africain. Vous savez que la saison touristique va commencer en Afrique du Sud. On approche de l'été austral. C'est le moment pour les touristes étrangers de se rendre en Afrique du Sud, d'aller dans les parcs nationaux, de faire les safaris. Et bien aujourd'hui, ces parcs nationaux, ces hôtels, ils reçoivent beaucoup de téléphones pour leur dire qu'on annule les chambres, qu'on annule toutes les réservations. Le tourisme, ça représente plus de 8% du PIB pour l'économie sud-africaine. C'était 1 500 000 emplois avant le Covid, bien sûr. Donc oui, le gouvernement redoute une crise pour l'industrie du touristique qui aura des conséquences pour toute l'économie du pays, dans un pays dont le taux de chômage explose. Il est aujourd'hui de 34%. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur Omicron. Romain Chanson, vous êtes journaliste, vous travaillez régulièrement pour VOA Afrique à Johannesburg. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Ailleurs dans l'actualité, un nouveau pas vers la réconciliation au Tchad. La junte militaire au pouvoir a décrété aujourd'hui une amnistie générale pour les rebelles et opposants, condamnés notamment pour délits d'opinion, terrorisme ou atteinte à l'intégrité de l'État. La mesure concerne 296 condamnés, qu'ils soient ou non détenus, et répond à l'une des revendications des groupes rebelles pour venir à la table des négociations à l'invitation du président Mahamat Idriss Déby Itno, le jeune général qui a pris la tête du conseil militaire de transition au lendemain de la mort de son père, Idriss Déby Itno, le chef de l'État tué en avril dernier dans des combats contre des rebelles. Au moins 4 soldats burkinabés ont été tués hier lors d'une attaque contre un détachement militaire à Solé dans la région du Nord, proche du Mali. Côté ennemi, une dizaine d'hommes armés ont été neutralisés lors de la riposte, d'après un militaire qui évoque un soutien aérien et une opération de ratissage. L'attaque est la 3e en 2 semaines contre l'armée du Burkina Faso, pays en proie aux assauts djihadistes depuis plus de 5 ans maintenant. Nouvelle attaque meurtrière en République démocratique du Congo également. Au moins 22 civils ont été tués hier dans un camp de déplacés en Ituri. La Croix-Rouge de Djougou accuse le groupe Codeco, Coopérative pour le développement du Congo, d'en être responsable. Pour sa part, l'armée dans la région indique que les assaillants Codeco ont été repoussés sans donner de détails sur le bilan. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, appelle de son côté à une réaction ferme contre les auteurs de l'attaque qui survient moins d'une semaine après une attaque similaire qui a fait 29 morts dans un camp voisin. Le sommet Afrique-Chine s'est ouvert à Dakar hier et se tiendra jusqu'à demain, mardi. Au menu des rencontres au programme, les relations commerciales et les enjeux sécuritaires. La grand-messe intervient après une récente tournée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, dans un contexte de rivalité croissante entre Pékin et Washington. Le point avec Zili Diko. La Chine est le plus important partenaire commercial du continent africain, les échanges directs pré-pandémie ayant atteint plus de 200 milliards de dollars selon l'ambassade chinoise à Dakar. C'est dans ce contexte de coopération économique accrue que le président Macky Sall a pris la parole ce matin lors du forum Afrique-Chine pour mettre en avant un approfondissement de ces relations. Dans le cadre des nouvelles routes de la soie, du programme de développement des infrastructures en Afrique et de la zone de libre-échange continentale, un large potentiel s'offre aux partenariats sino-africains en matière de projets d'infrastructures structurantes. S'exprimant devant la presse à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aïssata Tall Sall, a plaidé en faveur d'un accompagnement chinois dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Dans notre coopération au Sahel, nous voudrions que la voix de la Chine, compte tenu de son influence, soit une voix forte pour soutenir le Sénégal et tous les pays engagés dans le problème de l'insécurité au Sahel pour que nos forces qui y sont aient beaucoup plus
encore de moyens juridiques pour pouvoir combattre contre le terrorisme et contre l'irrédentisme. Et nous souhaitons que la Chine nous accompagne. En amont du forum, de nombreux Sénégalais se sont dit favorables à un accroissement de la coopération entre Pékin et Dakar. Le choix qu'on a porté sur le Sénégal, ça montre que le Sénégal, voilà quoi, elle a une très bonne coopération avec la Chine et surtout le Sénégal c'est un pays stable, il y a la paix, il y a tout et ça c'est une bonne choix quoi et j'espère bien que ce sera quelque chose qui va nous apporter beaucoup de choses quoi, Inch'Allah. La coopération Chine et Sénégal c'est très important parce que toutes les infrastructures qui sont ici c'est Chine qui la font, hein? Même les stades amitiés là, hein? Avec beaucoup de trucs, c'est la Chine qui ont construit ça. Ce n'est pas les Blancs qui l'ont construit, hein. C'est les Chinois. Les Chinois, ils viennent avec leur équipe et ils le font. Tu vois. Papi Scoli, un expert des relations sino-africaines, espère que ce forum donnera lieu à plus de coopération en matière de santé. On a vu que c'est la coopération chinoise qui ont construit les stades amitiés. Bon, le pôle urbain de Diamniadio, beaucoup de trucs sont en train d'être faits là-bas. Et je crois que aussi, avec cette coopération, la Chine peut aussi aider le Sénégal à élever son plateau médical. Pour aider l'Afrique dans la riposte Covid-19, le président chinois Xi Jinping a promis ce lundi 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid sous forme de dons ou de soutien à la production locale. Également dans l'actualité, Jack Dorsey quitte Twitter. Le directeur général et cofondateur de la compagnie californienne à l'oiseau bleu a confirmé son départ aujourd'hui. Avant cette annonce, Twitter avait été suspendu à Wall Street. La cotation de l'action du réseau social gelée d'après la bourse Nasdaq. Et cela quelques minutes après que la chaîne d'information financière CNBC avait indiqué que Jack Dorsey allait quitter son poste. Depuis son retour à la tête du groupe en octobre 2015, l'entrepreneur au style décontracté était régulièrement critiqué pour n'avoir pas lâché les rênes de son autre entreprise de paiement mobile Square pour se consacrer uniquement à Twitter. Devenu milliardaire il y a 8 ans, avec l'introduction en bourse de Twitter, Jack Dorsey est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 11,8 milliards de dollars. Des milliards et une page tournée. N'allez nulle part ailleurs, s'il vous plaît. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangoya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Quid des dernières nouvelles dans le monde de l'informatique et de la technologie? Eh bien, il est l'heure de vous proposer la rubrique Afrotech avec aux commandes Arzuma Compaoré. Bonsoir à toutes et à tous. Au menu de cette édition, le e-sport est à l'honneur avec l'ouverture du plus grand centre de gaming au monde en Suède. On découvre également une application qui révolutionne la scène musicale africaine. Et enfin, on vous parle de toutes ces nouvelles viandes de bœuf entièrement fabriquées en laboratoire. Tout de suite et sans transition, la news de la semaine, direction Stockholm en Suède où s'est ouvert samedi dernier ce qui est présenté comme étant le plus grand centre de gaming au monde. Le centre Space accueille plus de 400 ordinateurs sur 2 étages. Et selon les responsables, l'un des avantages, c'est la possibilité de venir avec ses amis ou seul pour jouer
jouer individuellement, mais être entouré au lieu d'être seul à la maison. Des salles dédiées à l'entraînement avec 5 ou 6 ordinateurs permettent aux équipes de professionnels de s'y entraîner avant les compétitions et bien évidemment avec autant d'ordinateurs et de joueurs. La sécurité est de rigueur. L'accès au centre n'est possible qu'après une inscription en ligne avec un numéro d'identification en permettant de débloquer la porte d'entrée. Au total, 400 caméras de surveillance viennent compléter une longue liste de règles à respecter, notamment vis-à-vis de la jante féminine. Et dans notre focus de la semaine, gros plan sur l'application Ndundo qui offre désormais aux musiciens africains un moyen de commercialiser leur musique. L'appli est gratuite pour les utilisateurs et gagne de l'argent grâce à la publicité, dont 50% sont partagés avec les artistes. Ces derniers sont aujourd'hui au-delà de 90 000 inscrits. Après 8 ans d'existence, la société kenyane, cofondée et dirigée par le Danois Martin Nilsson, est cotée à la bourse danoise et le nombre d'utilisateurs a augmenté de 40% pour atteindre 7 millions. Et selon le PDG, la société vise désormais à atteindre 18 millions d'utilisateurs d'ici juin 2022. On l'écoute. La plupart des consommateurs africains sont vraiment intéressés et intrigués et veulent vraiment écouter le contenu du continent. Mais en raison des limitations de la plupart des appareils des consommateurs, ils n'ont pas accès à de nombreux services de streaming. Ma prédiction est vraiment que cette année à venir, nous verrons beaucoup plus de croissance de la part des services internationaux de streaming musical, se concentrant sur l'Afrique parce que l'Afrique est là où se trouve la grande opportunité en ce moment. Une preuve que nous sommes sur le coup et nous sommes très ravis parce que nous pensons qu'avec de nombreux services poussant les gens de l'illégal vers le légal, le marché à travers l'Afrique sera beaucoup plus grand qu'il ne l'a jamais été auparavant. Cependant, de nombreux pays restent encore absents des playlists de Ndundo, dont les téléchargements les plus populaires sont le gospel en Kikuyu et la musique en langue Hausa du Nigeria. Toujours est-il que les habitués de Spotify ou d'Apple Music ont désormais une alternative. Enfin, pour notre folie d'invention de la semaine, on s'intéresse au monde des viandes alternatives. Et oui, nos viandes pourraient très bientôt être fabriquées en laboratoire. La start-up israélienne Redefine Meat a servi pour la première fois des morceaux entiers de viande alternative, comprenez par là à base de plantes. Le substitut de bœuf imprimé en 3D est un mélange de protéines de soja et de pois chiches, de betterave, de levure nutritionnelle et de graisse de coco qui imite le steak de flan, également appelé bavette. Selon les responsables, c'est la première fois qu'une entreprise peut lancer sur le marché une viande alternative en morceaux entiers qui se comporte exactement comme de la viande. Et à mesure que la technologie progresse et améliore le goût et la variété des viandes alternatives, les ventes du secteur pourraient elles aussi atteindre 140 milliards de dollars d'ici 2029, soit environ 10% du marché mondial de viande, estime Barclays. Pas surprenant que la concurrence soit déjà aussi forte avec des acteurs tels que les Californiens Beyond Meat, Impossible Foods ou encore l'espagnol Nova Meat. En tout cas, le mot est lancé et un peu plus tôt cette année, la société israélienne Alep Farm, qui met au point une méthode pour produire de la viande en laboratoire à partir de cellules de vache, a levé 105 millions de dollars. Personnellement, je dois avouer que je ne sais pas trop si je dois m'en réjouir ou m'en inquiéter. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour Afrotech de cette semaine. Je vous dis à lundi prochain pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. D'ici là, portez-vous bien et que les dieux de la tech soient avec vous. Et maintenant, comme promis, coup de projecteur sur les métiers liés à la crise du Covid-19. Des métiers créés durant la période de confinement, quand bars et restaurants devaient fermer leurs portes, alors que des couvre-feux étaient en vigueur, comme au Nigeria. L'un de ces métiers, la livraison de repas à domicile, elle est vite entrée dans les habitudes des Nigérians. Elle est également un autre domaine d'emploi pour de nombreux jeunes à travers le pays, des jeunes confrontés au chômage. C'est donc pour eux un moyen de survie, nous dit Gilbert Tamba à Abuja. Reportage. Midi moins le quart à Abuja, à 2 pas du grand centre commercial de Banex. Ce n'est pas un rassemblement de motards ou une sortie technique. Voici des livraires prêts à travailler. Ils sont de plus en plus nombreux maintenant, même ici dans la capitale fédérale du Nigeria. Les yeux sur leur téléphone, ils attendent des commandes. Un appel et c'est parti pour Victor. Il a rendez-vous avec sa cliente pour la livraison d'un plat.
Elle n'a pas le temps de quitter sa boutique pour aller acheter à manger. Donc elle nous a contactés pour faire sa commande, qui est un processus facile. La technologie domine aujourd'hui le pays et le monde entier. Les courses varient en fonction des kilomètres pour s'y rendre chez leurs clients. Cela rapporte à Victor au moins 2000 naira, un montant qu'il doit remettre au gérant du restaurant. La personne qui a commandé ses repas a déjà payé près de $6 en plus du menu via un transfert. Cette cliente vend dans une boutique tout près du restaurant. La raison pour laquelle j'ai toujours besoin de ces services est que si parfois je suis occupée et je ne peux pas sortir, je fais un appel. Et j'ai confiance en EasyBite. Il suffit d'un simple appel et il est là pour rendre service. Une cliente satisfaite, le livreur, lui, pas encore. Il doit attendre la fin du mois pour recevoir son salaire. Aloy Chachiniere dirige le restaurant EasyBite, l'une des entreprises qui offre de l'emploi à ces jeunes. Il y a 9 ans aujourd'hui, depuis que son entreprise fonctionne, et plus d'1 millier de jeunes Nigériens ont trouvé de l'emploi ici pour la livraison de repas à domicile. De nombreux jeunes sont à la recherche d'un emploi, mais il n'y a pas de travail pour eux. Donc pour que notre entreprise soit comme elle est aujourd'hui, nous offrons des emplois aux jeunes pour les assister aussi. Cela permettra d'éviter de se lancer dans les activités criminelles ou autre chose. C'est ça l'objectif, les encourager. Avec une rémunération de 30 000 naira par mois, environ $90, ces livreurs essayent de joindre les deux bouts. Restaurateurs, livreurs, clients, chacun s'y retrouve tous les jours. La clé du succès pour ces métiers nouveaux naissants. À part Abuja, la capitale fédérale, les mêmes services sont maintenant disponibles dans d'autres villes du Nigeria. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. Et maintenant, cap sur le Sénégal pour clore votre journal avec le grand retour du carnaval de Dakar. De nombreuses personnes issues de plusieurs ethnies du pays ont défilé ce week-end dans les rues de la capitale à l'occasion de la 2e édition du Grand Carnaval de Dakar, initié en 2019. Cet événement, qui a pour objectif de célébrer la richesse culturelle du Sénégal, ne s'était pas tenu l'année dernière à cause de la pandémie de Covid-19. Un retour pour le grand bonheur des artistes et des spectateurs. Pour la danseuse Ouley Fall, le carnaval est une bonne chose pour la culture sénégalaise. Il permet aux artistes de se rencontrer, de faire connaissance et de pouvoir échanger. C'est une chose à pérenniser, dit-elle. La spectatrice Joséphine Binetandour est-elle d'avis qu'il s'agit d'un spectacle enrichissant avec la diversité des cultures présentes au Sénégal. Elle évoque notamment la culture sérère. Elle est très contente, ajoute-t-elle, de revivre sa culture. Nous avons également les Peuls, les Diola, vraiment toute la culture sénégalaise a été représentée. C'était de bons moments, dit-elle. Quant à l'organisatrice du carnaval de Dakar, Fatou Kassessar, elle affirme que le Sénégal est un pays au peuple très divers et qui s'entend, dit-elle, vraiment très très bien et qui a une culture extrêmement riche. Dans chaque région, on trouve une diversité extraordinaire et nous avons voulu créer un événement qui sera une plateforme pour la valoriser et la promouvoir, que ce soit au Sénégal ou à travers le monde, conclut-elle. La tenue du Grand Carnaval de Dakar est d'ores et déjà programmée pour les 3 prochaines années à la fin de chaque mois de novembre. Très bien. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Merci à tous mes collègues à la régie, dont notre productrice exécutive, Salwa Jaafari, et notre productrice Blanche Sanou. Voilà, prenez bien soin de vous. À demain. Merci. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons